Salut, je m'appelle Chantal. J'ai 17 ans. Avez-vous déjà eu de la chance dans votre vie? Ça ne m'est jamais arrivé, ni au jeu, ni à des loteries. Je ne suis pas une ratée, mais il n'y a pas eu de bonne surprise dans ma vie. Jusqu'au jour où... Regardez cette vidéo jusqu'au bout et je vous dirai comment je suis soudainement devenue riche à cause d'un heureux accident. Toute ma vie est consacrée à la créativité. Je dessine, invente des histoires, vlog, écris mes propres collections de vêtements. Mais maman et papa pensent que c'est un peu de la malice. Un passe-temps, car je n'ai rien à faire. Et une profession doit être sérieuse, comme la leur. Ce sont des géologues. Soit ils sont dans le désert à la recherche de pétrole, soit ils sont sur l'ordinateur pour expliquer pourquoi il n'y a pas de pétrole là-bas. Incroyablement intéressant. Eh bien, mais c'est une profession stable et rentable. Et les créatifs sont des gens pauvres. Et même pire que cela. Je me demande si cela s'applique à leur Elton John préféré. C'est bien que je puisse m'engager dans des activités créatives comme le divertissement. Je veux dire, ça ne les a pas dérangés quand Chloé m'a invité à fêter son anniversaire au karaoké. J'étais gênée de chanter, mais ils m'ont juste donné un micro. J'étais très effrayée. Mais ensuite, ma chanson préférée a commencé à jouer. Et j'ai oublié où j'étais et ce que j'étais. Je me suis souvenue de l'été où mon père et ma mère ne sont pas partis en voyage d'affaires, mais m'ont emmenée à la maison au bord du lac. Nous avons nagé, pêché et le soir, nous avons tous chanté ensemble près du feu. Et la chanson en parlait. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à chanter. À la fin de la chanson, tout le monde a applaudi pour une raison quelconque. J'ai vu que Chloé avait les larmes aux yeux. Elle a crié que si je n'allais pas à l'école en tant que chanteuse, le monde raterait quelque chose. Et sa mère a dit quelque chose sur la nouvelle Ella Fitzgerald. Avez-vous déjà soudainement découvert un nouveau talent? Dites-le-nous dans les commentaires. Je me suis vantée auprès de mes parents et j'ai même chanté pour eux. Mon père a dit que j'avais un vrai talent. Mais quand j'ai demandé de l'argent pour un cours de chant, mes parents se sont déchaînés. Le chant est un tel divertissement. Apprendre à chanter, c'est comme apprendre à jouer au Scrabble ou à regarder la télévision pour de l'argent. Mon argent est pour l'université. Si je ne veux pas être géologue, je peux être biologiste, physicienne ou mathématicienne. Et il vaut mieux ne pas mentionner l'art comme profession. Le lendemain, je me suis plaint à Chloé de ne pas avoir le droit de faire ce que j'aimais. Chloé est une personne raisonnable et sérieuse. Elle m'a dit que de nombreux chanteurs et acteurs célèbres travaillent comme serveurs, nettoyeurs et livreurs de pizza pour économiser de l'argent pour leurs rêves. J'ai décidé de gagner mon propre argent. Mais mon premier travail a été un désastre. J'ai dû apporter la pizza à la maison numéro 152, appartement numéro 125. Et j'ai fait exactement le contraire. Ensuite, bien sûr, je l'ai compris, mais la pizza était déjà froide. Première commande, première réclamation client, premier licenciement. Comme la pizza ne fonctionnait pas, j'ai décidé d'essayer de chanter dans le métro. C'était pas non plus une bonne idée. Ma voix s'est effondrée et je n'ai gagné qu'une poignée de pièces. Je suis rentrée tristement à la maison, sachant que je ne gagnerais jamais d'argent pour mon rêve. Une foule a fait éruption vers moi et a juste balancé hors de mes mains tout ce que j'avais gagné. Chloé est une vraie amie. Elle n'a pas ri de mes échecs. Et quand j'ai dit que j'étais probablement née sous une étoile malchanceuse, elle m'a envoyée chez un astrologue. L'astrologue a tiré des cartes pendant longtemps et a ensuite dit que je serais bientôt riche. Comme c'est drôle. Je pense que si je lui avais demandé si j'irais bientôt dans l'espace, il l'aurait dit très très bientôt. Mais Chloé croyait l'astrologue comme elle se croyait elle-même. Pendant 2 jours, du matin au soir, elle m'a exhortée à tenter ma chance. Eh bien, j'ai même acheté un billet de loterie. Ouh là là, j'ai gagné un énorme rien du tout. Je pense qu'il était temps pour moi de l'accepter et de commencer à aimer la géologie. Une fois, je suis descendue dans le métro pour rentrer chez moi. Et j'ai entendu des bruits vides. Au début, je pensais qu'une centaine de chats affamés criaient quelque part. Puis j'ai pensé que quelqu'un jouait avec une tronçonneuse. Mais c'était qu'un musicien de rue, si on pouvait l'appeler comme ça. Je me suis sentie désolée pour lui. Je pense qu'il était encore pire en musique que moi en géologie. J'ai jeté le peu d'argent dans son chapeau vide, la monnaie que j'avais laissée dans ma poche. Le gars a arrêté de chanter, m'a remercié, puis m'a demandé de surveiller la guitare pendant 1 minute pendant qu'il allait acheter de l'eau. Je suis restée assise là comme une imbécile pendant peut-être 1 demi-heure et il ne s'est pas présenté. Est-il allé en Europe chercher de l'eau? Mes parents m'attendaient.
mais j'avais peur de quitter sa guitare. J'ai décidé de prendre la guitare avec moi et de la rendre au propriétaire le lendemain. À la maison, je voulais vraiment essayer de jouer quelque chose. Je n'avais jamais eu de guitare à moi. J'ai ouvert l'étui et j'ai soudainement senti une grande poche rembourrée à l'intérieur. Bien sûr, ce n'était pas bien, mais j'ai quand même regardé. Ouh là là! D'où un pauvre gars du métro a-t-il obtenu un tel argent? Ou était-ce la richesse que l'astrologue m'avait promis? Les forces supérieures m'ont-elles envoyé un riche sponsor sous la forme d'un pauvre? J'imaginais même qu'il reviendrait le jour de mon succès, se transformerait en une belle fée et me donnerait un sage mot d'adieu. Eh bien, ou me maudirait, cela dépendait du genre de conte de fées dans lequel vous vous trouviez. Avez-vous déjà eu un cadeau soudain du destin? Dites-le nous dans les commentaires. Je ne savais pas quoi faire. Peut-être que ce serait juste de remettre l'argent et de rendre la guitare le lendemain. Je voulais honnêtement faire ça, mais je voulais encore plus apprendre la musique. Et j'ai payé les cours de chant. Pas complètement. Il en restait encore une bonne partie. Comme j'étais heureuse quand je suis allée à la première leçon. Mon rêve se rapprochait. J'ai essayé de ne pas penser à l'endroit où j'avais obtenu l'argent pour les cours. J'ai fantasmé que lorsque je deviendrais une chanteuse célèbre, le mec du métro viendrait à mon concert et me pardonnerait immédiatement. Je n'ai pas vu le gars pendant 1 mois, même si je suis allée au métro presque tous les jours. Et puis, 1 mois plus tard, je l'ai soudain vu. Il avait l'air très mal en point. Il n'a pas chanté, mais s'est assis et a supplié. Il semblait que cet argent était tout ce qui lui restait. Il faisait déjà assez froid et ses baskets étaient pleines de trous. Et il toussait. Est-ce que tout était de ma faute? J'aurais probablement dû aller le voir et dire que tout allait bien. Mais j'avais trop honte. J'ai tout raconté à Chloé. Et elle a remarqué que tout était étrange et suspect. Peut-être que le gars était un escroc, jouant sur la sympathie. Alors, je n'aurais pas lui donné de l'argent. Et elle a proposé d'envoyer son frère aîné afin de découvrir de quoi il s'agissait. Le frère de Chloé a trouvé le gars au même endroit et l'a invité à manger dans un café. Le gars, dont le nom était Paul, a accepté avec joie et a dit qu'il était sans abri. Il était orphelin, il louait un appartement. Mais maintenant, cette maison avait été démolie et les appartements et les nouvelles maisons étaient beaucoup plus chers. Il a passé près d'1 an à économiser de l'argent pour une place dans une commune pour les pauvres. Et maintenant, quand presque tout a été collecté, il a perdu la valise avec l'argent. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'était de sa propre faute d'aller chercher de l'eau et d'avoir parlé trop longtemps à la police. Ils avaient des questions pour lui. Maintenant, il devait commencer à collecter de l'argent à partir de rien. Et les gens étaient très réticents à emmener les sans-abri au travail, ce qui prenait donc beaucoup de temps à récupérer. C'était dommage qu'il n'avait pas la guitare. Il était conscient qu'il pouvait à peu près chanter, mais il gagnait plus d'argent avec. Je me sentais comme une folle, mais je ne pouvais pas supporter de me cacher. Alors je lui ai apporté l'étui de guitare et le reste de l'argent. Et je me suis repentie de tout. Il a juste soupiré. Il a dit que nous n'avions pas tous les deux assez d'argent pour un rêve. Et mon rêve est devenu réalité en premier. Je pensais que je brûlerais de honte sur le chant. Mes cours de chant me semblaient être une si petite chose, un caprice stupide, comparé au désir de Paul de simplement dormir dans la chaleur. Le lendemain, je suis retournée à la pizzeria, dont j'avais été expulsée, et j'ai demandé une seconde chance. Je voulais vraiment rendre à Paul l'argent de son rêve. Ils ont dit que tout le monde fait des erreurs, mais ils m'ont dit de faire attention. Je ne me suis plus trompée d'adresse, et après un certain temps, j'ai donné à Paul chaque centime de son argent. Et j'ai ajouté un tout petit peu plus de ma poche. Maintenant, il en avait juste assez pour une contribution à la vie commune. Et même pour de nouveaux vêtements. Puis, j'ai rencontré Paul. Il m'a dit qu'il vivait dans une commune chaleureuse et qu'il avait même trouvé un travail. Alors maintenant, il avait une vie complètement différente. Il m'a demandé sévèrement comment se passaient mes cours de chant. Il a plaisanté en disant que c'était important pour lui, parce que c'était lui qui m'avait prêté l'argent pour eux. Et j'ai soudain réalisé que ma séquence de malchance était terminée. Peut-être que je ne devrais pas acheter de billets de loterie, mais je peux réaliser mes rêves. J'ai un travail qui me permet de payer des cours. J'ai récemment chanté à mon premier concert, et même mes parents ne se plaignaient pas vraiment que je fasse des bêtises. Ils ne savent pas encore que mon professeur m'a encouragé à demander une bourse à l'école d'art. Mais l'essentiel est que j'ai pu aider une personne qui était bien plus mal lotie que moi. Mettez un j'aime si vous aimez mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura beaucoup plus de choses intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer.
Je souhaite que vous ayez toujours la possibilité de réaliser votre rêve. Salut, je suis Kelly. Est-ce que ta mère a déjà essayé de te forcer à faire quelque chose? Et que s'est-il passé quand tu n'as pas fait ce qu'elle disait? Ma mère était une grande danseuse classique. Avant. Puis, je suis née. Quand j'étais petite, j'ai commencé à faire du ballet, parce que ma mère y était complètement dedans. La carrière de danseuse de ma mère faisait partie de son passé, mais le ballet occupait une place importante dans sa vie. Elle faisait partie d'une compagnie de danse qui voyageait dans le monde entier. On l'avait baptisée l'Étoile ascendante, et on la comparait à un oiseau qui vole sur scène. Mais quand elle est tombée enceinte, sa carrière s'est interrompue. Les médecins lui ont dit que si elle gardait le bébé, elle devait renoncer au ballet. Elle a décidé de le garder, et je suis venue au monde. Maman me l'a souvent raconté. Elle disait qu'elle n'avait jamais regretté son choix, mais j'ai commencé à en douter. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi maman ne pouvait plus être danseuse de ballet. Elle était tellement légère, tellement mince. Je l'adorais et j'ai été heureuse quand elle m'a emmenée à l'école de ballet. J'aimais danser et mes professeurs m'applaudissaient. Et maman était tellement heureuse de mon talent. Elle disait que j'en avais encore plus qu'elle. Mais en grandissant, j'ai réalisé que le ballet n'est pas la seule chose qui m'intéresse. À l'école, j'adorais les langues, et le cinéma espagnol aussi. Et quand il s'est agi de choisir une langue étrangère à étudier, j'ai choisi l'espagnol. J'adorais ça, et j'ai eu un super professeur. Mais l'espagnol n'est pas facile, et j'avais si peu de temps. En classe, ça marchait, mais je prenais souvent des F pour ne pas avoir fait mes devoirs. Le programme scolaire devenait plus difficile à suivre, et j'avais toujours moins de temps pour étudier. J'aimais toujours faire du ballet, mais j'étais épuisée. Je n'avais pas le temps pour avoir des amis ou pour étudier. Je m'entraînais pendant des heures tous les jours. Je devais suivre un régime spécial. J'avais toujours des douleurs aux jambes. J'ai commencé à réaliser que c'était trop. Puis, il est arrivé quelque chose qui m'a poussée à agir. Un jour, mademoiselle Stevens m'a demandé de rester après les cours. J'imaginais ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a montré mes notes et m'a dit qu'il y avait un gros problème. J'avais régressé dans toutes les matières, même les langues, ma préférée. Si ça continuait comme ça, je devais oublier l'université. J'ai bien réfléchi et j'ai compris que je devais choisir entre le ballet et l'école. Mes parents étaient préoccupés pour mes problèmes scolaires. Je leur ai tout expliqué. Je leur ai dit que je voulais arrêter le ballet ou du moins faire une pause d'un certain temps. Mais ils n'étaient pas d'accord. « Tu ne veux pas être une danseuse professionnelle comme maman ? Tu as du talent, a dit papa. Et maman a dit « C'est facile d'abandonner le ballet, mais c'est très difficile d'y revenir. Tu risques de détruire ta vie pour un coup de tête. » J'ai essayé de leur expliquer que ce n'était pas un caprice, mais ils n'avaient pas l'air de m'écouter. Maman était en colère, et papa ne voulait pas se disputer avec elle, comme d'habitude. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et que tout allait s'arranger. Maman a dit que quand elle avait mon âge, elle réussissait aussi bien dans ses études que dans le ballet. Et que je devais peut-être apprendre à mieux gérer mon temps et à fixer mes priorités. C'est ce qu'elle a dit. Mais comment pouvais-je gérer mon temps libre si je n'en avais pas ? C'était clair que je n'arriverais nulle part de cette façon. J'étais très en colère avec mes parents. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu les résultats de mon test d'espagnol. Quelle horreur ! La note la plus basse de toute la classe. Ma prof d'espagnol était confuse, elle aussi. Elle m'a dit que j'aurais pu faire beaucoup mieux et qu'elle ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Le lendemain, j'avais mon cours de ballet, comme d'habitude. J'ai salué mes parents et je suis partie. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas allée à l'école de ballet, mais chez une amie qui voulait bien m'aider en espagnol. On s'est bien amusé, mais je regrettais d'avoir menti à maman. Mais j'ai quand même décidé de quitter le ballet. Je prenais mes affaires et je disais que j'allais m'entraîner, alors que j'allais me promener ou étudier avec mes copains. C'était génial. J'ai rattrapé toutes les matières. J'ai prouvé que je pouvais réussir dans des matières où j'avais toujours été mauvaise. J'avais beaucoup de temps libre et je pouvais finalement faire ce que je voulais. C'était vraiment bizarre. Avant, chaque minute de mon temps était occupée. Dans le test d'espagnol suivant, j'ai eu la meilleure note de la classe et la prof était contente de mes progrès. J'étais tellement contente moi aussi, mais mon bonheur n'a pas duré. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ma mère très en colère à côté de ma prof de ballet. Maman m'a demandé pourquoi je sautais les cours de ballet. Maman connaissait bien mon professeur de ballet. Elle avait été sa prof à elle aussi. Maman l'avait invitée à la maison prendre une tasse de thé et elle avait su de mes absences. J'ai eu tellement peur que j'ai cru que ma mère allait me tuer. La prof de ballet a dit qu'elle était très déçue. Et il faut dire que maman semblait tout à fait d'accord. Puis la prof de ballet est partie. Maman m'a demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et puis « Tu aurais pu m'en parler avant de quitter. » Elle a dit qu'elle était fâchée non pas parce que je voulais arrêter, mais parce que j'avais menti. Elle souhaitait réellement que je sois danseuse,
Mais si mon choix était différent, elle l'acceptait. Je ne m'attendais pas à entendre ces mots, et j'étais surprise qu'elle laisse tomber aussi facilement. J'étais vraiment heureuse. J'ai embrassé maman, et elle m'a dit qu'elle m'aimait quoi qu'il arrive. Mais j'ai bientôt commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle était triste, et elle pleurait souvent. Elle rentrait tard du travail et s'enfermait dans sa chambre quand elle rentrait à la maison. Je craignais que maman souffre du fait que j'abandonne le ballet. Et puis, il est arrivé quelque chose d'inimaginable. Maman a oublié son sac à main dans le couloir et m'a demandé de le prendre. Quand je suis entrée dans sa chambre, j'ai vu des pilules qu'elle n'avait pas eu le temps de cacher. J'étais effrayée et surprise, mais maman m'a dit que c'était de simples pilules. Elle a dit que dernièrement, elle était préoccupée et qu'elle avait des malaises, que les médecins lui avaient prescrit des antidépresseurs et que ça irait mieux. Elle avait l'air bouleversée que je le découvre et elle m'a demandé de ne rien dire à papa. Ça n'aurait pas duré longtemps. Je vais bientôt me rétablir, elle a dit. J'ai cherché sur Google le nom des pilules. Il s'agissait de médicaments très forts qui pouvaient facilement provoquer une overdose et qu'une overdose pouvait être mortelle. J'étais terrorisée. J'étais convaincue que maman était malade à cause de moi, que si je n'avais pas arrêté le ballet, elle ne serait pas tombée malade. J'étais hors de moi, inquiète. Maman n'arrêtait pas de dire que ça n'avait rien à voir avec moi, mais j'ai compris qu'elle mentait. J'ai donc décidé de recommencer le ballet. Mon école de ballet n'était pas contente, mais je les ai suppliés de m'accepter pour pouvoir continuer. Ils m'ont fait jurer d'éviter toute absence et j'ai respecté ma promesse. Je regrettais de les avoir abandonnés. Je n'ai rien dit à papa, mais j'ai vu qu'il était inquiet. Papa était parti. Je m'entraînais tous les jours et je négligeais mes études. L'espagnol aussi, que j'adorais. Je m'entraînais sans cesse et je n'avais plus un instant de joie. J'étais tellement fatiguée que je me sentais une morte debout. J'arrivais à peine à manger, mais je pensais que c'était mieux comme ça, pour garder mon poids pour le ballet. Maman allait mieux. J'allais de plus en plus mal. Je pleurais et je m'énervais pour n'importe quoi. Je me sentais coupable pour maman. Je me suis remise au ballet et j'ai même eu un rôle dans un spectacle. Tous les parents pouvaient assister et maman a dit qu'elle viendrait. Papa, lui, ne pouvait pas, mais il aurait croisé les doigts pour moi. J'étais contente d'avoir l'occasion de montrer à maman les progrès que j'avais faits depuis mon retour. Le jour de la première, j'étais pas bien, j'étais très nerveuse. Mais maman ne cessait de m'encourager et de me répéter que tout irait bien. Elle prenait toujours les pilules, ce qui m'inquiétait encore plus. Dans les coulisses, notre prof donnait les derniers conseils. Je me sentais mal, j'avais la nausée. Je me suis levée, ma tête tournait et j'ai failli tomber. Tout le monde l'a remarqué et s'est inquiété. Ma prof aussi. Elle m'a conseillé de rentrer chez moi et qu'Anna aurait pris ma place. Je suis allée chez maman pour lui expliquer. J'espérais qu'elle me ramène à la maison. Mais elle avait l'air contrariée. Elle m'a dit de ne pas renoncer. Elle m'a raconté qu'il lui était arrivé de s'évanouir à cause du stress. Que c'était normal, ça pouvait arriver. Elle m'a demandé de ne pas lâcher. J'avais tellement investi dans le ballet. De ne pas gâcher tous mes efforts. Que si j'abandonnais, j'aurais déçu tout le monde. J'étais un peu secouée. Je suis retournée dans les coulisses. Tout le monde était surpris. Je n'ai rien dit. J'ai seulement demandé mon costume à Anna. Le spectacle a commencé, mais j'étais comme ahurie. Quelques secondes plus tard, je devais monter sur scène. J'ai dansé comme si c'était la dernière fois. Je ne voyais que la scène. Et puis, pendant un saut, j'ai perdu conscience. Je me suis évanouie et je suis tombée au sol. Il faisait nuit. J'ai repris conscience et j'étais allongée par terre. Les visages de ma mère et de ma prof étaient devant moi. J'avais envie de pleurer. J'avais peur d'avoir tout gâché. Un médecin est arrivé et a dit que je m'étais cognée et que j'avais une commotion cérébrale. Maman a dit qu'elle m'emmenait à l'hôpital. Elle avait l'air vraiment, mais vraiment terrorisée. J'ai essayé de m'excuser avec maman à l'hôpital. Je lui ai expliqué à quel point le spectacle était important pour moi. Tout à coup, maman s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle avait peur. J'étais perdue. Je pensais que maman était bouleversée pour le spectacle. Maman a dit qu'elle était très injuste envers moi. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Je lui ai dit que j'avais choisi le ballet. J'avais peut-être exagéré, mais à l'avenir, je serais plus prudente. Mais maman m'a chuchoté, en pleurant, que ce n'était pas ça. Elle m'a embrassée et m'a dit qu'elle était désolée de m'avoir menti. Maman m'a confessé que tout ce temps-là, elle allait bien. Elle avait fait semblant d'être malade, pour me faire sentir coupable afin que je m'entraîne encore plus. Et ce n'était pas des pilules, mais de simples bonbons. Je ne pouvais pas y croire. Elle n'avait donc jamais été malade. C'était une mise en scène. Maman a dit qu'elle avait eu très peur quand elle m'a vue tomber. Elle a compris qu'elle avait eu tort de me faire faire ce qu'elle voulait. Et qu'elle était si contente que j'aille mieux.
Et que bien sûr, une fois rétablie, j'aurais pu choisir n'importe quel métier. Elle m'a demandé si j'aurais pu la pardonner un jour. J'étais si mal que je n'arrivais même pas à bouger. J'étais choquée par ce que je venais d'entendre. Vraiment. Mais j'ai quand même embrassé maman. Et je lui ai dit que je l'aimais toujours, quoi qu'il arrive. Tout s'est bien terminé. Je me suis rétablie et j'ai quitté l'école de ballet peu après. Ça a été dur, mais j'ai repris mes études. Maman et moi nous sommes réconciliés, mais je crois que ma colère a duré un certain temps. Puis, je l'ai pardonnée. Je savais qu'elle m'aimait et qu'elle voulait seulement que je sois heureuse. Papa m'a dit qu'il m'encouragera toujours, que j'ai bien fait de continuer à étudier les langues, qui sont ma vraie passion, et que je m'en sortirai très bien. Maintenant, je sais que j'aurais dû me forcer de faire comprendre à maman ce que je ressentais, de lui expliquer ce que je voulais. Maman a eu tort de feindre sa maladie pour me faire sentir coupable, pour me pousser à danser. Mais je pouvais la comprendre en partie. Le ballet avait été longtemps l'axe central de sa vie, qui gravitait autour de ça. Elle se revoyait en moi, et elle voulait que je réalise ses rêves, tout en oubliant qu'il ne s'agissait pas de mes rêves. Et j'ai eu tort de me faire influencer à tel point. À l'époque, je ne comprenais pas qu'un enfant ne peut pas être responsable du bien-être d'un adulte. Avez-vous déjà eu ce genre de malentendu avec votre famille? N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les likes sont très appréciés. Partagez la vidéo avec vos amis. Je suis heureuse. Bonne journée. Salut, je suis Julia et j'ai 18 ans. Avez-vous de mauvaises habitudes qui ruinent votre vie? Eh bien, peut-être qu'elle ne la gâche pas, mais elle la ruine beaucoup. J'en ai pas mal, mais celle-ci me tourmente le plus. Je suis toujours en retard. Et une fois, j'ai failli perdre la vie à cause de ça. Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment survivre même lorsque vous êtes au plus bas de votre vie. J'étais censée prendre l'avion pour Newburyport pour un mariage. En fait, pas seulement pour un mariage. Mon amie Anita organisait une fête. Et Pietro da Viterbo était censé être là. Mais comme d'habitude, je suis partie très tard et le taxi est resté coincé dans un embouteillage. En gros, je me suis rendue à l'aéroport et j'ai découvert que mon avion était déjà parti sans moi. Sans moi? Non, 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 non. Alors qu'est-ce que j'étais censée faire? J'étais désespérée. Mais j'ai eu beaucoup de chance, car un mec nommé Emilio était également en retard pour l'avion. Il a dit qu'il avait urgemment besoin de se rendre à Newburyport. Alors il a loué une voiture. J'ai besoin d'être là-bas aussi de toute urgence. Peut-être qu'il me laisserait monter aussi. Il a dit d'accord, il me laisserait monter, mais si je paye la moitié de la course. Prendriez-vous le risque de conduire à travers le pays avec un inconnu? Je pense que très peu de gens le feraient. Mais je n'avais pas le choix. Je devais me rendre à la fête d'Anita à tout prix. En plus, Emilio était très gentil. Je ne pensais pas qu'il serait dangereux pour moi. Nous sommes donc montés dans une voiture, nous avons commencé à parler de films, nous avons presque appris à nous connaître. Je lui ai demandé pourquoi il était en ville. Il a réfléchi et... Connaissez-vous la loi de Murphy? En êtes-vous souvent victime? Moi, oui. Notre voiture est tombée en panne. Sérieusement? Elle s'est arrêtée et ne redémarrait plus. Quelle folie c'était! Pourquoi tout ne pouvait-il pas être normal? Nous avons essayé de la pousser et de la décaler. Nous avons pensé à arrêter la voiture et faire le plein, mais tout allait bien avec l'essence. Elle refusait simplement de partir. J'étais paniquée. Il ne restait presque plus de temps et je n'étais même pas proche de Newburyport. Emilio a décidé de me calmer. Il a dit que nous pouvions faire de l'autostop jusqu'à la voie ferrée, monter à la gare là-bas et arriver à Newburyport sans souci. D'accord. C'était un plan très cool. Si tout se passait bien, je serais en ville le matin et Pietro ne résisterait pas à mon charme. Wouhou! Et presque aussitôt, nous avons eu de la chance. Nous avons trouvé un bon conducteur qui a accepté de nous emmener. Nous sommes montés dans la voiture, il a commencé à nous parler, c'était très amusant. Puis il s'est excusé et a dit qu'il avait besoin de faire le plein. Ok, pourquoi pas? Nous sommes allés à une station-service et nous nous sommes arrêtés. Et puis j'ai réalisé que j'avais très faim. Il n'y avait pas de café dans les parages, juste une machine à chocolat et chips. Les chips étaient la meilleure chose pour un long voyage en voiture. J'ai mis l'argent dedans, appuyé sur les boutons. Mais bien sûr, ma fortune a décidé que j'avais assez de chance pour ce jour-là. Un sac devait rester coincé. Ok, et si j'essaie de secouer? Rien. Je me suis mise en colère et j'ai commencé à frapper la machine. Oui, nous n'avions presque plus de temps, mais ces chips seraient à moi. Pendant que j'étais en train de secouer la machine, le chauffeur est parti sans nous. Je suis allée à l'endroit où il était censé nous attendre.
Mais il n'y avait que Emilio qui s'est mis à me crier dessus en me disant « Pourquoi devait-il toujours m'attendre ?» Je suis revenue comme si ce n'était pas de ma faute si le chauffeur avait soudainement besoin de devenir un exemple. Eh bien, j'étais en retard, bien sûr, mais était-ce si difficile d'attendre quelques minutes? Ce n'était pas ma faute. Alors, nous nous sommes disputés, et rien à faire mais attendre. Il n'y avait pas du tout de voiture, Emilio se tenait là, me boudant, et je pensais à quel point je détruisais ma vie de façon spectaculaire. En fait, Emilio avait raison. Et où étaient ces voitures? Enfin, un minibus est arrêté devant nous. Dieu merci! Il y avait un groupe de gars drôles. Ils fêtaient quelque chose et ont décidé de nous aider. Oui! Exactement ce dont nous avions besoin. Ils nous ont même invités à rejoindre leur fête. C'était tout simplement génial. Nous avons eu une chance incroyable. Mais ici, le problème n'était pas avec moi. Emilio a commencé à interférer avec nous. Premièrement, il n'aimait pas du tout ces gars-là. Et il ne serait probablement même pas assis à côté d'eux si je ne l'avais pas poussé. Deuxièmement, dès que nous sommes montés dans le bus, il a commencé à grogner comme un vieil homme en disant « De ne pas boire en conduisant. Pourquoi êtes-vous si bruyant? Ne secouez pas la voiture. » Ah, j'ai essayé d'attirer toute l'attention sur moi, montrant que nous n'étions pas si étouffants. Nous étions en fait très gentils et drôles. Mais Emilio semblait m'interrompre délibérément. Les gars étaient de plus en plus en colère contre nous. Enfin, finalement, ils nous ont déposés au milieu de nulle part en disant que si nous ne voulions pas traîner avec eux, alors, très bien, ils pourraient vivre sans nous. J'étais prête à frapper Emilio là. D'accord, quand je suis en retard, je fais face aux conséquences. Mais être expulsée du bus pour un visage amer, cela ne m'était certainement jamais arrivé auparavant. J'ai commencé à lui crier furieusement dessus, disant qu'il pouvait juste être patient. Emilio ne répondit pas et faisait juste semblant d'être offensé. Finalement, il a éclaté en hurlant. Il m'a dit tout ce qu'il pensait, que j'étais une fêtarde stupide, nous étions en retard à cause de moi, nous pouvions nous impliquer dans une histoire dangereuse à cause de moi, bla bla bla. Aimeriez-vous que certains Emilio vous apprennent à vivre? Notre querelle a été arrêtée par un mec qui passait par là et a accepté de nous conduire gratuitement à la gare. Cela ressemblait à une victoire, mais dès que nous sommes arrivés, notre train est parti. Emilio a essayé d'acheter des billets, mais on nous a dit qu'il n'y avait plus de train ce jour-là. Je me suis assise et j'ai pleuré. Tout m'est tombé dessus à la fois. Les paroles d'Emilio et nos échecs et mes pensées que j'étais coupable et j'ai un caractère dégoûtant. Je me bats toujours avec les gens et laisse échapper des opportunités de mes mains. Emilio s'est assis à côté de moi. Il s'est senti coupable parce qu'il a commencé à me consoler. Le caissier lui a dit qu'il y avait un chemin le long de la lisière de la forêt jusqu'au motel et qu'il y aurait un parking pour les camions et les taxis à longue distance. Nous pourrions y trouver une voiture. Je me suis sentie un peu soulagée. Il y avait encore une chance d'arriver au mariage. Peut-être un peu tard, mais j'ai serré Emilio dans mes bras par gratitude et j'ai fermement dit que nous y allions. Eh bien... Nous nous sommes de nouveau disputés en chemin. J'ai précipité Emilio alors qu'il marchait lentement. En conséquence, il a commencé à s'énerver. Et puis, il a dit que ma bonne idée de couper la route à travers la forêt était très stupide. Car on ne sait jamais ce qui pourrait se passer dans la forêt la nuit. C'était presque le matin. De plus, la forêt était petite. On la traverserait en 5 minutes environ. Au final, j'en ai eu marre de tout ça. J'ai dit à Emilio qu'il pouvait décider lui-même. Mais j'ai traversé la forêt et il avait raison. Il faisait très sombre, je perdais constamment mon réseau, je ne savais pas où aller. En plus de cela, j'étais suivie par une grosse brute. J'ai eu peur, j'ai couru en avant et j'ai trébuché. Et je me suis retrouvée dans une fosse remplie d'eau. J'ai essayé de sortir, mais l'argile était trop glissante et s'effondrait sous mes doigts. Je n'avais pas l'impression de m'être blessée, mais j'étais coincée. En plus, la grosse brute m'a rattrapée. J'ai tourné ma lampe de poche dans sa direction et... Eh bien sûr, ce n'était qu'un chien errant qui remuait la queue, pas un loup. Cool, bien joué Julia. J'étais littéralement au fond d'une fosse géante. J'ai essayé de passer un coup de fil, mais bien sûr, il n'y avait pas de réseau. Oh, pourquoi n'ai-je pas demandé le numéro de téléphone d'Emilio ? J'ai essayé de composer le numéro avec les doigts raides, mais le téléphone est tombé dans l'eau et s'est noyé. C'est bon, super, je n'ai
pas pu appeler à l'aide. Et tout cela est arrivé à cause de mon entêtement stupide. Non seulement je manquerais le mariage, je ne serais pas en mesure de trouver un mec sexy, mais je ne sortirais pas du tout de là. Soudain, quelqu'un m'a appelé à l'extérieur. J'ai reconnu que c'était Emilio et j'étais tellement heureuse qu'il ait décidé de me sauver. J'ai attrapé sa main avec hâte et, bien sûr, il est tombé dans la fosse. Il a commencé à me crier dessus. Bien sûr, je n'ai rien dit. Eh bien, c'était de ma faute. Et ensuite, Emilio s'est effondré. Nous avons eu une conversation. Il m'a demandé où j'allais. Au mariage d'une amie. Chez Anita, non? Comment tu sais? Il s'est avéré qu'Emilio y allait aussi. Et il était en retard, tout comme moi. C'était si drôle que j'ai éclaté de rire. Emilio a commencé à me pousser pour sortir. J'ai rampé en tremblant de rire. Mais je suis sortie de là. Et même aidé Emilio. Nous nous sommes assis par terre. Un chien errant a couru autour de nous et nous savions que nous n'allions pas assister au mariage d'Anita. Mais nous rions. Enfin, nous sommes arrivés chez Anita. Mais pas au mariage. Nous étions trop en retard pour cela. Et Pietro est parti bien avant que nous arrivions, tout sale et puant. Mais elle était toujours contente de nous voir. Nous lui avons offert des cadeaux et lui avons raconté notre folle aventure. Emilio, en me regardant, m'a dit qu'il était content de m'avoir rencontré. Et j'ai promis de ne plus jamais être en retard. Et ne soyez pas en retard non plus. Mieux vaut vous abonner à notre chaîne, donnez-nous un pouce bleu et envoyez-nous vos histoires époustouflantes. Salut, je suis Ruby et j'ai 18 ans. Qu'êtes-vous prêt à faire pour gagner? Êtes-vous prêt à risquer quelque chose de très important? Visionnez mon histoire jusqu'à la fin pour découvrir les conséquences que vous risquez de confronter si vous désirez gagner à tout prix. J'étudie pour devenir une biologiste. Mon université supporte les initiatives et organise des concours dans lesquels vous pouvez démontrer vos connaissances et votre progrès en sciences. Personnellement, j'ai de très gros plans. Je rêve de découvrir quelque chose de nouveau qui aidera l'humanité. C'est la raison pour laquelle je voulais me faire remarquer. Donc, je me suis promis à moi-même de gagner ce concours au moins une fois. Mais mes plans se sont fait détruire par mes coéquipiers. Ils ont découvert une espèce d'insecte qui n'avait pas encore été découverte dans notre état. J'avais très peur de perdre. Le temps filait et j'étais à court d'idées pour gagner. J'ai décidé d'accepter ma défaite à l'avance et je suis partie en vacances en Arizona visiter mes parents. Je me suis acheté un billet et j'ai averti ma mère qui allait me préparer mon plat au citron préféré le jour de mon arrivée. Mais soudain, mes amies Lucie et Claire m'ont parlé d'une expédition dans les grottes d'Arkansas. J'avais peur d'aller en excursion dans une grotte, car je me demandais ce qui pourrait m'arriver. J'avais très peur du noir depuis ma tendre enfance. Mais c'était là ma chance de découvrir quelque chose pour la compétition. J'avais peur de contrarier ma mère, mais je ne voulais pas non plus manquer ma chance de gagner. Alors, j'ai décidé de partir pour la grotte avec les filles. J'ai promis à ma mère que j'irais la voir plus tard, donc j'ai retourné le billet. Ma mère a dit « D'accord, comme tu veux », ce qui a brisé mon cœur quelque peu. Cependant, je pense vraiment que c'était son cœur qui était réellement brisé. J'avais vraiment honte. Que feriez-vous si vous étiez dans ma situation? Choisiriez-vous de rentrer à la maison et laisser tomber vos rêves? Ou décideriez-vous de vous battre pour vos rêves? Mais ma décision était prise. Ma décision n'emballait sûrement pas ma famille ni mes proches, mais j'étais convaincue que c'était la meilleure décision à prendre. J'ai décidé d'aller à l'excursion pour tenter de découvrir quelque chose de spécial dans le but de gagner cette compétition et de partager cette victoire avec ma mère. Le guide était un garçon nommé Eric qui était plus âgé que moi par quelques années. Il était plein d'entrain et joyeux. Dans la grotte, il nous a refilé des faits intéressants concernant les grottes et tous les dangers qui nous entouraient. La grotte ne me semblait pas dangereuse du tout. Je trouvais qu'il exagérait un peu. Éventuellement, j'ai commencé à douter que je trouverais quoi que ce soit dans cette foutue grotte. La grotte n'était que froide et mouillée. Au début, j'étais vraiment agacée. Et Claire rigolait. Elle trouvait le fait que j'étais contrariée bien marrant. Le groupe d'excursion est descendu de plus en plus creux dans la grotte. Et c'est alors que les paroles d'Eric ne me semblaient plus aussi ridicules. Le sol devenait de plus en plus glissant et il faisait de plus en plus froid.
Eric m'a donné son veston en blaguant que je n'avais pas un futur très prometteur dans le domaine de la science si j'avais une telle attitude envers les excursions. En voyant que je ne m'étais même pas apporté un veston, mais en même temps, j'étais convaincue que je trouverais une nouvelle espèce de coccinelle. Je me suis fâchée contre lui. Qui était-il pour me dire quoi faire? Mais je savais bien qu'il avait raison. Alors mon attitude s'est empirée, même si je pensais que ça ne pouvait pas vraiment être pire que ça l'était déjà. Mais j'ai tenté de me concentrer sur ce qui se passait autour de moi, ce qui valait vraiment le coup. J'ai vu quelque chose d'étrange à ma droite. C'était luisant et bleu. C'était à l'intérieur d'un passage très étroit. Alors, j'ai décidé de m'éloigner du groupe pour en prendre une photo. J'ai rapidement couru vers l'objet étrange, mais il bougeait trop rapidement et les photos étaient toutes embrouillées. Alors, j'ai décidé de m'avancer un peu plus pour augmenter la clarté de ma photo. J'ai commencé à perdre patience et j'ai rapidement perdu la chose de vue et mon enthousiasme a disparu lorsque j'ai réalisé que je ne m'étais pas seulement aventuré quelques mètres dans la grotte. J'ai réalisé que c'était trop tard et que j'avais perdu de vue mon groupe. Au début, je n'ai pas laissé la panique s'emparer de moi. Comme on m'avait enseigné pendant une formation, je me suis préparée. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé la lampe de poche et j'ai décidé d'essayer de retrouver les autres, car je ne pouvais plus continuer d'avancer dans ce passage, il était trop étroit. Après au moins 10 minutes à rôder dans la noirceur de ce passage étroit sans issue, j'ai réalisé que les choses allaient s'empirer maintenant. La peur s'est emparée de moi, car il faisait de plus en plus noir. J'ai commencé à paniquer de plus en plus. J'ai fait de mon mieux pour ne pas succomber à la panique, mais le fait qu'il faisait de plus en plus noir, ce qui m'empêchait de me concentrer, et que la grotte me semblait ressembler à une de ces scènes toutes droites d'un film d'horreur, pensant qu'à tout moment, une créature pourrait sortir de nulle part. Je devais trouver une solution, et rapidement, pendant que les autres s'éloignaient de moi de plus en plus. Que feriez-vous si vous étiez seul, terrifié? Comment feriez-vous pour passer au travers? J'ai essayé d'appeler Lucie et Claire, mais je n'avais aucune connexion. J'ai essayé de me calmer un peu et continuer à espérer qu'éventuellement, j'aboutirais bien quelque part. Cependant, les choses ne se rempiraient pas vraiment. Au contraire, on dirait que mon courage augmentait à la minute, tant que je n'arrivais pas face à face avec une créature dangereuse. Aussitôt que j'y ai pensé, des chauves-souris! Je suis arrivée face à face avec des chauves-souris. Les choses s'étaient officiellement empirées, comme je le redoutais. Je comprends qu'en tant que biologiste, je devrais travailler près de créatures terrifiantes et que certaines créatures sont vraiment effrayantes. Mais les chauves-souris me font vraiment peur. Ils sont une grosse source d'infection. J'ai vraiment très peur des infections. Cela n'a rien à voir avec leur apparence. Le fait est qu'elles sont porteuses de milliers d'infections et de bactéries appelées Pseudogymnoscus destructans, le syndrome du nez blanc, simplement dit. J'ai très peur de tout ce qui peut être relié aux infections, alors j'ai décidé de me sauver de là, mais très doucement, pour ne pas réveiller les chauves-souris. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone à nouveau, je n'avais toujours pas de connexion. Et puis la batterie de mon téléphone n'avait plus de charge. Oh non! Sortez-moi d'ici! J'ai commencé à crier et pleurer comme une hystérique. Mais quel était le but de crier ainsi si personne ne peut vous entendre? Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai abandonné. Je me suis assise en attendant d'être trouvée, peut-être même morte. Toute cette horreur et ces créatures dégoûtantes qui rôdaient près de moi m'avaient épuisée, tellement que mes cris sont devenus des gémissements. J'ai commencé à me blâmer d'avoir été si stupide. Comment avais-je pu dire non à ma mère pour une famille de chauves-souris? Mes remords empiraient ma situation, tellement que j'ai commencé à penser que peut-être ce serait pour le mieux si personne ne me retrouvait. Peut-être que les choses auraient une tournure différente, comme dans un film d'action, des sauveteurs viendraient me secourir. Dans mon cas, un petit briquet était mon sauveteur, qui, comme par miracle, était dans la poche de mon veston, le veston qu'Eric m'avait prêté. C'était un signe d'après moi. Je ne savais pas comment ce petit briquet me viendrait en aide, mais il me semblait que c'était une chance. Et puis, selon mes calculs, après des millions d'années dans cette grotte, j'ai allumé le briquet pour voir mes alentours. J'ai remarqué une petite fissure entre les grosses roches.
Je me suis dirigée dans cette direction pour essayer de briser le mur de pierre. J'ai ressenti l'espoir s'emparer de moi. En poussant et creusant, j'ai imaginé à quel point ma vie changerait si je réussissais à sortir d'ici. Ces pensées m'ont donné espoir et le courage de continuer à pousser encore plus fort. Je me suis emportée avec toutes ces pensées d'espoir que je n'ai même pas remarqué que quelque chose était en train de me mordre et ramper sur moi. Et puis, j'ai réalisé que j'avais creusé dans une fourmilière qui bloquait le passage à la grotte. J'ai commencé à hurler. Maintenant, j'ai compris que ce n'était sûrement pas que j'étais effrayée des fourmis, mais plutôt que je ne pouvais plus tolérer quoi que ce soit qui m'empêchait de sortir de cette foutue grotte. Mes hurlements ont réveillé les chauves-souris aussi. Je me suis assise sur le sol, j'ai mis mes mains pour couvrir mes oreilles, j'ai grimacé en attendant que tout se termine. Après environ 3 minutes, tout était silencieux et j'ai entendu un bruissement. C'était comme si quelqu'un creusait dans la fourmilière. Au loin, j'ai aperçu un ombre qui s'avançait près de moi. Est-ce que c'était un genre d'ours sur 2 pattes? Je m'en fichais bien à ce point, même si c'était une chauve-souris énorme. Mais ce n'était définitivement pas un humain. Mais il s'avérait que c'était Claire, qui m'éclairait de sa lampe de poche. Elle s'est mise à crier à tous les autres qu'elle m'avait retrouvée. Je ne pouvais pas y croire, pour un long moment, que ce n'était pas un rêve. Moi qui croyais ne jamais pouvoir ressortir d'ici. Essayer de trouver quelque chose d'intéressant pour gagner le concours ne valait pas ma vie. Et de réfléchir à quelque chose plutôt que d'agir sur un coup de tête. Cliquez j'aime si vous avez aimé mon histoire. Abonnez-vous pour en voir encore plus. Salut tout le monde, je m'appelle Mia et vous ne croirez pas ce que je m'apprête à vous dire. Dites-moi, est-ce que quelque chose de magique ou d'étrange vous est déjà arrivé? Quelque chose qui vous a glacé le sang et qui vous a donné envie de courir le plus loin possible? Avant ce jour, ma plus grande peur était les araignées tombant de leur toile sur ma tête. Mais si vous visionnez mon histoire jusqu'à la fin, vous comprendrez que parfois, il est mieux de se taire sur les secrets du passé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore les légendes urbaines. Les histoires pareilles me permettent de m'éloigner un peu de la réalité et réaliser que tout n'est pas aussi pire que l'on pense. C'est pourquoi j'ai décidé d'en écrire une moi-même, d'obtenir un prêt gouvernemental et de les publier. J'avais presque terminé mon livre, La légende de Maryland. Il ne me restait qu'un chapitre sur le lac du diable à écrire. Je n'y étais jamais allée car j'avais très peur de nager. Et en plus, les rumeurs sur ce lac étaient très horribles. Heureusement, mon meilleur ami Joe m'a offert de m'accompagner. Êtes-vous déjà allé en camping avec un ami? Ma mère était au courant de ma phobie et elle s'inquiétait pour moi. Elle me demanda d'inviter un étudiant du collège de médecine où elle enseignait, disant qu'il était plus âgé et qu'il s'intéressait à la photographie, ainsi il pourrait prendre de magnifiques photos pour mon livre. C'était une super idée, mais Joe ne semblait pas trop emballé. Le jour J est enfin arrivé. Mon Dieu, qu'il était canon cet étudiant! Son nom était Sam. Pendant ce temps, ma mère se faisait un sang d'encre à l'idée que je partais, même si elle était habituée après toutes ces années. Elle me défendit de rentrer dans l'eau au moins 5 fois, et spécialement la nuit. Je lui ai demandé pourquoi elle était si nerveuse. Mais Sam l'interrompit en disant avec un beau sourire que toutes les mères s'inquiétaient pour leur enfant, et qu'il ne voudrait pas perdre une beauté comme moi non plus. Joe est arrivé. Il a pris mon sac à dos et m'a dit que j'avais quelqu'un qui prendrait soin de moi. En arrivant à destination, il s'avérait qu'il n'y avait aucune connexion au monde extérieur. Adieu la civilisation ou les autres humains. Pendant que Joe montait les tentes et rangeait toutes nos affaires, Sam cueillait du bois pour le feu, en essayant de me faire un compliment en même temps. Cela me faisait grandement plaisir, mais quand j'ai finalement décidé de descendre au lac, la peur s'est emparée de moi. J'ai ramassé une roche sur le sol et je l'ai lancée dans l'eau. Et puis un sentiment trop familier s'est emparé de moi. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Au même moment, Joe s'approcha de moi me demandant si tout allait bien. Je lui ai parlé de ma découverte et il était plutôt surpris, mais je pensais que c'était sûrement la peur. Nous avons tous les 3 décidé de prendre une marche autour du périmètre. La vue autour du lac était époustouflante et j'ai montré à Sam exactement quelle photo je voulais. Alors en jasant et en prenant des photos, nous avons rapidement approché un petit ravin. Tout à coup, je me sentais comme si j'étais en chute libre. Et en quelques secondes, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. J'ai crié. Les garçons se sont rués vers moi, mais notre nouvel ami m'a sorti de l'eau en un temps 3 mouvements. Il s'avérait que pendant notre séance photo, il m'avait accidentellement touchée.
Joe est arrivé en courant et ils ont commencé à se bagarrer. J'ai essayé de les calmer, ce qui était plutôt difficile. Sam me demanda pourquoi j'avais si peur de l'eau. Je lui répondis alors que cela avait toujours été ainsi pour moi. En soirée, tout le monde s'était calmé un peu. Sam avait pris une collection de superbes photos au crépuscule. Je voulais foutre la trouille aux garçons, et spécialement ce beau photographe. Alors j'ai commencé à raconter l'histoire de la légende du lac du diable. L'histoire raconte que les villageois y venaient une fois par année. Ils laissaient leurs effets personnels en soirée et revenaient les chercher le lendemain matin. La personne qui ne pouvait plus trouver ses effets personnels était le sacrifice du lac. Joe a dit que nos ancêtres avaient toute une imagination et que ce n'était que des salades. Mais selon moi, il y avait réellement du vrai dans ces histoires. J'ai suggéré que nous essayions d'effectuer à notre tour le rituel du lac. Joe enleva son bracelet avec un sourire en coin. Sam sortit son briquet de sa poche et moi j'ai enlevé mon pendentif de mon cou. Et puis, nous nous sommes mis au lit. J'ai fait des rêves bizarres toute la nuit. En sortant de la tente le lendemain matin, je suis arrivée à l'endroit où nous avions laissé toutes nos choses la nuit précédente. Le briquet et le bracelet y étaient encore, mais mon pendentif n'y était plus. J'ai ressenti un frisson, mais je me suis rappelé que les garçons s'étaient moqués de moi hier. Je leur ai demandé de bien vouloir arrêter leurs blagues stupides, mais les garçons semblaient sincères et m'ont promis n'avoir rien touché. J'ai scruté la plage en entier, mais pas de pendentif. Pendant la journée, je me suis calmée un peu. Il faisait chaud. Sam et Joe sont allés nager et je me suis assise près de la rive pour écrire des notes pour mon prochain chapitre. Joe m'a invitée à me baigner aussi. J'ai hésité, mais j'ai pris mon courage à deux mains. Sam m'a suggéré de parler de mes émotions pour alléger ma peur. Joe m'a doucement flatté la main dans le but de me calmer. Je tremblais. Mais je n'ai même pas remarqué que tout mon corps était submergé dans l'eau. Soudainement, je me suis calmée. En regardant Joe, j'ai souri et nous avons plongé pour quelques secondes. Mais j'y étais arrivée. Sam a pris quelques photos de nous dans l'eau. Le reste de la journée a passé très vite. Mais pendant la nuit, je me suis réveillée en sentant quelque chose me pousser. Je suis sortie de la tente et j'ai remarqué quelque chose de luisant au-dessus du lac. J'ai empoigné mon téléphone immédiatement dans cette noirceur pour filmer ce miracle. Et soudainement, une des lueurs s'est dirigée vers la forêt. Comme si j'étais ensorcelée, j'étais là assise toute la nuit jusqu'au petit matin en attendant de revoir ce miracle se reproduire. Mais rien ne s'est produit. J'ai montré la vidéo aux garçons. Joe était convaincu qu'il s'agissait de gaz naturel venant des marais et que la lueur n'était qu'une réflexion. Mais Sam a tout de suite dit que les réflexions ne pouvaient pas voler. Ils ont commencé à se disputer encore une fois. Je n'ai pas réussi à les calmer car je n'arrêtais pas de penser à mon pendentif disparu. J'étais distraite de mes pensées nerveuses à un certain passage de mon livre. Ce passage indiquait que de l'autre côté de la rive, on pouvait parfois observer certains tourbillons se former. Je voulais vraiment admirer ce phénomène, alors je me suis éloignée des garçons. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je me suis éloignée assez lorsque j'ai commencé à sentir que quelqu'un m'observait. J'ai immédiatement eu la chair de poule. En me retournant, j'ai vu la même lueur que j'avais aperçue le soir d'avant. J'ai décidé de finalement découvrir de quoi il s'agissait. Et je suis partie à la course vers celle-ci. Mais j'ai trébuché sur une roche et j'ai tombé sur le sol. Lorsque j'ai atteint le buisson où j'avais aperçu la lueur, mais il n'y avait rien dans les parages, ni personne. Je suis retournée vers notre tente. Heureusement, Joe se dirigeait vers la tente, ayant l'air très contrarié. Je lui ai raconté ma découverte, et étrangement, il m'a cru, et nous sommes retournés dans les bois. Nous avons alors erré dans les bois pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce que nous ayons scruté la plage de long en large. Et juste au moment où nous allions faire demi-tour, nous avons vu une étrange silhouette portant une longue robe de l'autre côté de la rive. Et puis, elle disparut dans le brouillard. Mon Dieu, mais à quoi pensions-nous? Voldemort était-il dans les alentours? Nous avons couru jusqu'au camp pour tout raconter à Sam, qui nous a dit ne rien avoir vu, mais que nous devrions jeter un coup d'œil de plus près. Le soleil était presque couché. Joe ne voulait pas que nous nous séparions encore, mais c'était notre dernière soirée au lac. Je voulais vraiment découvrir ce qui se passait. Sam suggéra alors que je reste au camp et que je leur fasse des signaux de fumée en cas de danger. Je faisais les 100 pas dans la forêt lorsque j'ai aperçu cette lueur à nouveau flottant au-dessus du lac. Je voulais l'admirer, mais je devais aller dans l'eau pour la voir de plus près. Dans ce lac, noir et profond. Je ne sais toujours pas comment j'avais fait pour m'y aventurer l'autre jour. Et tout à coup, la lumière disparut encore dans la forêt, et j'ai entendu un bruit bizarre. Mon sang se glaça. Je ne pouvais même plus bouger. Et puis, comme un éclat de lumière, j'étais en train de me noyer dans ce lac. J'étais venue ici auparavant, lorsque j'étais petite. Comme si je me réveillais d'un vilain cauchemar,
Je me suis souvenu du signal autour de mon cou. Ce qui se produisit après était tout comme un rêve. J'ai entendu la voix de Joe sortir de la forêt en tenant un haut-parleur et un drone avec de petites lumières. J'ai vu Sam s'approcher vers moi de l'autre côté du lac. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Sam a dit qu'il avait découvert la vérité et que c'était Joe qui avait manigancé tout. La lumière, la blague et tout. Je ne pouvais pas y croire. Quel ami! Joe a nié les faits. Il a dit qu'il avait trouvé tous ces objets dans un petit buisson. Mais Sam rétorqua d'un ton colérique que Joe était un menteur. Soudainement, Joe poussa notre ami violemment. Sam perdit pied et tout à coup, mon pendentif que j'avais égaré quelques jours avant tomba de sa poche. Joe plaqua alors notre bel ami contre le mur et il avoua toute la vérité. L'étudiant se fichait bien de nous. Il ne s'en faisait que pour lui-même. Il avait fait des recherches sur les phobies au collège et ma mère lui avait parlé de ma phobie de l'eau. Alors, il a décidé de mener une petite expérience. Sam avait l'air coupable. Joe referma ses poings. Et soudainement, j'ai réalisé que j'étais là, à me tenir dans l'eau. Mais je n'avais plus peur. Je me suis laissée enfoncer dans l'eau et j'ai commencé à nager tout doucement. C'était incroyable. J'étais prête à pardonner Sam. Spécialement à cause de toutes ces belles photos qu'il avait prises. Je suis allée à la plage, là où j'ai trouvé Joe. Tout à coup, j'ai ressenti un sentiment chaleureux à l'intérieur de mon cœur. Je l'ai enlacé en lui disant que je n'aurais jamais pu faire cela sans lui. Et puis, j'ai embrassé mon héros. En rentrant chez moi, j'ai demandé à ma mère si elle se rappelait de mon souvenir. Elle m'a admis que lorsque j'étais très petite, je m'étais presque noyée dans ce même lac, mais qu'à cause du choc, mon cerveau avait effacé mon souvenir. J'ai expliqué à ma mère que c'était ce même souvenir qui m'avait permis de vaincre ma peur. Et puis, je me suis assise et j'ai terminé mon dernier chapitre pour finaliser ce merveilleux livre. Et vous, avez-vous une phobie dont vous voulez vous débarrasser? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.